was so long, and my eyes stared the setting sun. Bonjour à tous les trois. Donc c'est un petit essai de racontons nos anecdotes de voiture qu'on a bien aimé. On va plutôt dire ça plutôt que ce soit positif. Donc, je vais faire un tour de table, même s'il n'y a pas de table, un tour d'écran rapide pour décrire qui est qui. Donc je vais commencer par Jack et qui commencera. Donc Jack, rédacteur en chef de Rétropassion Automobile. Bon, voilà, et qui fait des vidéos, des textes, la pub, enfin qui sait tout faire. Et aussi un grand fan de auto et moto. Numéro 2, Jonathan, qui est mon faux neveu. Alors, on fera peut-être ça un jour, qui travaille dans l'automobile et qui a racheté et ramené beaucoup de merguez. Donc, ça lui a beaucoup de choses à raconter. Il est dans la boucherie, alors. Voilà, c'est ça. C'est ça. Martine Régnier, quoi dire sur elle? Elle a tout fait, le Dakar en auto, en moto, les 24 heures du Mans, puis tout plein d'autres trucs comme ça. Journaliste à Auto Hebdo, à Paris Match. Voilà. L'équipe. Bon, donc beaucoup de choses. Et puis, donc, essayeuse aussi de beaucoup de choses, qui connaît à peu près tout le monde et qui a à peu près une anecdote à la minute à fournir. Et puis moi, qu'est-ce que je suis? Pas grand-chose. J'essaye de raconter. J'ai aussi acheté pas mal de voitures et j'en ai conduit. Quelle modestie. Donc voilà. Alors on va commencer par, on va démarrer. Après c'est un point de départ avec Jack. Oui. Qui va nous parler d'une Audi 200 Turbo, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était il y a fort longtemps. C'était ma première voiture, c'était une Fiesta et très rapidement je me suis rendu compte que ça me convenait pas, ça manquait de tout. Et j'avais acheté une 309 Turbo D qui était un peu plus vaillante et rapidement je me suis rendu compte que ça manquait de beaucoup de choses et j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Et un jour, je passe devant un garage Audi comme ça. Je regarde par curiosité. J'étais jamais rentré dans un garage Audi. C'est dans ma province natale. Hein, c'était dans les Vosges. C'est normal. C'est pour les riches. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Bon, je rentre comme ça par curiosité. Et je vois une Audi 200 Turbo. Je dis qu'est-ce que c'est? C'est super, c'est magnifique et tout. Et là. Je m'étais approché de trop près, arrive le vendeur, qui était le nouveau patron de la concession. Et je ne savais pas trop qui c'était. Après, quand j'ai su, j'ai compris ce qui m'était arrivé. Et en fait, il a profité que j'étais j'étais candide et j'étais crédule. Et le gars m'a mis la voiture dans les mains, il m'a emmené faire un tour, il m'a laissé conduire, il m'a fait faire une pointe de vitesse et tout. Il me l'a vendu, mais comme jamais. Et il me dit mais je peux te faire une reprise sur ta voiture et tout. Oui, il monte dedans. Et puis, à l'époque, j'avais une photo de ma copine qui était derrière le pare-soleil. Et là, il commence à me dire mais en plus, tu as une belle copine et tout. Il faut l'amener dans une belle voiture et tout. Le mec me retourne le cerveau. Alors, je la fais vite, mais vraiment, le gars me retourne le cerveau. Je suis sorti de là, j'avais acheté une Audi 200 Turbo. Je sors de là et je me dis merde, mais j'ai peut-être fait une connerie quand même. Et en fait, la voiture, je ne l'ai pas sortie quoi. Pendant 15 jours, je l'ai cachée parce que j'assumais pas du tout. Et, tu l'as pas sortie du tout? Pendant 15 jours, je me suis dit j'ai fait une connerie et tout. Et tu vois, je me souviens, il y avait l'ordinateur de bord. C'est la première fois que je voyais ça. Et chaque fois que j'étais en première, je voyais 50-60 litres. Je me disais, c'est pas possible. Et puis après, une fois que j'ai réussi à expliquer à ma copine de l'époque ce que j'avais fait et compagnie, j'ai tout monté. Et t'as quitté? Non, c'était une super caisse. Et je me souviens, tous mes potes étaient à l'armée. Et moi, j'avais réussi à me faire, pas réformer, mais j'étais soutien de famille, un truc comme ça. Et le vendredi, j'allais chercher mes potes qui étaient donc à l'armée autour de chez moi et ils ne voulaient plus prendre le train en fait. Ils me payaient l'essence et j'allais les chercher à Dragonbrunn, à Lunéville, à machin. Et je les ramenais comme ça tous les vendredis. Et c'était la première caisse puissante que j'ai eue. Et
Et ça, c'était rigolo parce que je m'étais fait vraiment embobiner par le gars. Et en fait, après, j'ai su que ce mec-là avait racheté le garage et que parce qu'il était avant, il était dans un garage Rover et c'était le meilleur vendeur Rover de France parce qu'il avait trouvé une faille en fait. Le garage appartenait à un Portugais. Là où j'habitais, il y avait énormément de Portugais et le gars, il jouait là-dessus. Du coup, il vendait des Rover, alors que c'est une petite ville, 25 000 habitants. Et ce gars, c'était un vendeur né. Voilà, il était capable de vendre n'importe quoi. Et le gars, il a fait fortune. Voilà. Quelques années après, ce gars a fait vraiment fortune. Et je pense qu'il a vendu des tas de caisses comme ça. Moi, il a profité de moi. J'avais peut-être 19 ans, tu vois. C'était. Elle était neuve. Blindé quand même. Pardon? T'étais blindé quand même, parce que ça valait combien à l'époque? Non, ça valait que dalle. Ça valait. Non, franchement, ça valait déjà plus grand-chose. Hein. C'était vraiment au creux de la vague. Je sais plus. Ça valait. Non, je me souviens pas. Sincèrement, je vais dire une bêtise. Non, c'était. Mais par contre, j'ai fait une affaire parce que l'auto, finalement, j'avais fait une affaire dans le truc, c'est que l'auto appartenait à l'ancien propriétaire du garage Audi. Donc, elle était entretenue plus qu'il ne devait. Tu vois, sincèrement, tout était neuf. Il y avait un carnet incroyable. Donc, elle était dans un état exceptionnel. Elle marchait super bien. Et j'ai jamais été embêté. Voilà, je l'ai gardé peut-être 1 an et demi parce que voilà, c'est là où j'ai eu la fièvre. Mais en tout cas, voilà, c'était une super caisse et c'est un bon souvenir. Bon, bah écoute, enfin des choses pas chères, on en a tous un peu acheté, mais bon, moi je sais pas, je vais rebondir sur quelque chose de pas cher, Jonathan, avec le Boxster à 250 livres. Ouais, ça c'est une histoire. Pareil, moi je sortais d'une Amix-5, donc c'était à peu près le référentiel du truc le plus puissant que j'avais eu et du plus sympa. Et en effet, je regardais en Angleterre parce que j'y ai fait une partie de mes études et puis l'idée c'était de trouver une caisse là-haut. Et il y a un jour, je vois passer un Boxster 2,7 litres qui faisait déjà pas très très frais sur les photos, surtout sur l'intérieur. Il était noir avec un intérieur beige, avec un espèce d'Alcantara complètement délavé. Et la caisse, en plus, pour rendre l'annonce encore plus intéressante, avait eu le moteur remplacé. Moi, je regarde le truc. L'Alcantara, moi, ce que je trouve, c'est que tout le monde m'a toujours expliqué que ça vieillissait très très bien, l'Alcantara. Ouais, c'est super. Oui. Je te coupe, mais c'est Jamie Clarkson qui dit que l'Alcantara, au bout d'un moment, c'est comme si tu t'asseyais sur le gant de toilette de quelqu'un. Oui, c'est un peu ça. Et donc, Du coup, j'ai découvert que, parce que tu as des fanatiques, des mecs qui sont en Clio RS et toutes les Clio RS, elles ont le central comme ça en Alcantara et ça vieillit comme tous. Et donc, du coup, il y a des rasoirs spéciales Alcantara, il y a même des tondeuses électriques où tu mets un petit coup avant de la vendre, tu vois, 5 minutes avant, histoire que ça fasse un peu waouh quand le mec vient l'acheter et puis après, il part avec. Et donc, du coup, je repère cette caisse et elle n'était pas chère du tout. Elle était, je crois, à 2900 pounds, donc ça devait faire, je sais pas, 3500 €, un truc comme ça. Donc, sur un Boxster 2,7 litres. Et puis en France, je crois, l'équivalent, ça devait valoir 15 000 – 16 000 €. Quoi. Donc, je me dis, bon, globalement, je fais le même calcul qu'à chaque fois que j'achète une caisse pour la première fois. C'est-à-dire que je ne connaissais pas les Boxsters. Je regarde le prix d'un moteur, des jantes, de l'intérieur, etc. Je me dis, globalement, j'ai rien à perdre. Donc, je monte, je la redescends. Donc, je me souviens plus si je suis monté en avion ou en train et j'arrive et le mec était un ancien militaire avec une histoire un peu bizarre. Il était dans une baraque avec, il y avait sa mère qui avait un profil un peu atypique, on va dire, très anglaise sur les bords. Et puis, hein? Disons que bon, déjà, elle avait plutôt le physique et le style vestimentaire de sa petite copine que de sa mère, mais enfin bon, c'était un peu, tout était très bizarre et la baraque, par contre, était plutôt cossue. Donc du coup, il vient me chercher, je monte dans la bagnole, il fait un tour, on fait le retour, je conduis, etc. On arrive chez lui. Bon, la voiture, il n'y avait pas grand-chose à dire. Globalement, c'était ce qu'il y avait sur les photos. Il y avait une pile de factures avec le moteur changé, etc. Puis il vient le moment où je me dis, ok, je la prends, donc je te paye et puis je redescends en France. Et là, il me dit, bon, alors par contre, il y a un truc, en fait, c'est que la voiture, il était passé par une société de financement et c'est un peu le fonctionnement inversé, c'est-à-dire que tu achètes une voiture et tu te dis, tiens, justement, j'ai une formidable Audi 200 dans le garage, mais j'ai besoin de thunes. Et donc, du coup, en fait, tu mets la voiture sous une espèce d'hypothèque. Donc, c'est une boîte qui faisait que ça. Et donc, ils disaient, ta voiture, elle vaut tant. On te donne jusqu'à 70% de la valeur de ta caisse. Et si tu ne rembourses pas, on te prend la bagnole. Et donc, le mec leur devait encore du coup, 2000 pounds et quelques. Et donc, du coup, je me retrouve à lui donner 250 balles à lui, cash.
Et il me dit, ça serait quand même vachement bien si toi, tu pouvais aller solder avec le cash que tu as là dans ta poche à la société de financement La Bagnole. Donc, je réfléchis 5 minutes et j'étais plutôt sur l'opportunité du truc. Et je me dis, il y a un truc qui est génial, c'est que c'était à 2 heures de route. Ça ne me faisait pas vraiment faire un détour. Et je me dis, putain, ça me laisse 2 heures pour essayer la bagnole. Et si jamais c'est une grosse poubelle, j'aurais perdu 250 balles, je vais sur le bord de la route et je rentre chez moi. Et donc, me voilà à prendre la route avec la caisse. Donc, tout va bien, j'arrive. Et là, le truc mais le plus obscur, la société, c'était bien une société de financement. Je me présente au guichet. Je dis, bonjour, bah voilà, je viens régler, machin, truc, j'ai le dossier, etc. pour monsieur Intel. Et la gonzesse à l'accueil me dit, OK, pas de problème, allez dans votre voiture, quelqu'un va vous rejoindre. Et il y a un mec qui est venu dans la voiture. Je ne sais pas d'où il est sorti, etc. Il m'a dit, c'est toi, Jonathan? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, bah, donne-moi le cash. Je lui ai donné le cash dans la voiture. J'ai eu 0 reçu. Absolument rien. Je suis reparti. Je suis rentré en France. Et quand j'ai repris la route, je me suis dit, mais à mon avis, je filais tout droit finalement au shuttle. Aux 11 ans. La bagnole, je pense que j'arrivais à partir en France et que personne n'ait plus jamais de mes nouvelles en la payant 300 balles. Quoi. C'est l'histoire improbable. Le mec m'a dit, ah ouais, c'est vachement plus pratique si tu vas payer pour moi. Donc, je suis parti payer pour. J'ai rien compris à ce qui était vraiment plus pratique. Mais le truc improbable. Mais donc, du coup, bon, voilà, donc j'ai possédé un Boxster pendant 2 heures pour 300 balles. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et puis, en plus, c'est une auto. Ça vaut pas plus. Hein? Non, ça vaut pas beaucoup plus. Non, ça vaut pas beaucoup plus. C'est une auto qui n'est pas en 2,7 litres, qui est pas non plus, enfin que moi je n'ai pas trouvé particulièrement extraordinaire et sur laquelle il y a pas mal de trucs à dire sur la fiabilité, mais ça c'est d'autres histoires. Mais voilà. En tout cas, j'en ai remis beaucoup plus en pièces derrière pour la remettre en état. Alors, moi, oui, personne t'a jamais rien demandé. Sûr? Bah, je sais pas, t'as roulé avec comme ça, tu présentais les papiers. Comment tu as eu les mais papiers? le mec, si tu veux, alors l'Angleterre, c'est un peu particulier, c'est que tu sais, ils te jettent un peu quand tu achètes une caisse en Angleterre, ils te jettent l'équivalent de la carte le V5. Ouais. Donc quand je suis parti de chez le mec et que je lui ai donné ces 200, mais le mec m'a fait il y avait une espèce, je sais pas si c'était de la confiance ou s'il avait pas envie de se présenter parce qu'il leur devait peut-être de l'argent sur autre chose, mais il m'a donné le V5 et je lui ai filé 250 balles. Il m'a dit, OK, bah voilà l'adresse, tu te présentes là-bas, tu payes pour moi. Donc j'avais tout quoi. C'est vraiment aussi que si au final pour dégager la voiture il fallait payer 4500 livres, tu savais pas non plus. Ah non, j'avais aucune idée. De toute façon, il y avait 0 justificatif avant. Après, ça se trouve, il leur devait pas 2000, il devait 1000. Enfin, j'en sais strictement rien. Et le gars, il t'a pas donné de reçu, rien? Non, rien. Et surtout, enfin, tu t'imagines que aujourd'hui, tu rentres dans une banque ou dans une société de financement pour solder un truc. On fait ça à l'intérieur, quoi. Et là, et puis tu en as pour 2 heures. Donc le parking, c'était un espèce de truc souterrain. Le mec est venu, il s'est assis à côté sur le siège passager. Il a dit chouette bagnole, machin, truc. Il a pris les billets, tout donné en cash, et puis il est parti. J'ai dit bon, bah ok, soit. Et j'ai regardé, bon, la société existe toujours. Bon, les avis sur Google sont un peu étranges, mais la société existe toujours. Donc, voilà. Le patron, il est en tôle, non? Je sais pas, mais c'est en tout cas, il y a plutôt des 1 étoile sur Google que des 5 étoiles. Mais voilà, j'ai passé 30 secondes sur le site web, ça fonctionne toujours. Tu mets ton IMAT et puis il te dit jusqu'à combien ils peuvent te donner par rapport à la valeur de ta caisse. Mais sur les Boxsters, on remarque, on a eu des expériences qu'on a écrites là dernièrement que j'ai racontées, où là par contre les Anglais ont très confiance, dans la majorité des cas ils prennent le cash, ils discutent pas, et puis des fois tu es obligé de faire 4 banques parce qu'ils veulent compter les billets et les vérifier. Donc, oui. Et bon, Martine, toi de ton côté, tu m'as parlé d'une Corvette ZR1 qui t'avait enthousiasmé quand il y a eu le lancement? Oui. C'était une invitation presse. Bon, c'est pas toujours. Mais quand tu vois Corvette, déjà, ça t'intéresse un peu plus. Et donc, je me suis retrouvée sur ce coup-là avec quelques confrères. On n'était pas nombreux. Et ils avaient affrété un petit avion, Montpellier, au mois de mai. Je me suis dit, ça va être sympa. Et effectivement, c'était hyper sympa. On a été accueillis comme des princes, mais vraiment, quand je dis comme des princes, je pense que Charles d'Angleterre n'aurait pas été mieux accueilli que nous. Et on s'est retrouvés sur le circuit que je connaissais bien quand il s'appelait Carland et qui a été racheté
il y a quelques dizaines d'années par Goodyear et qui s'appelle maintenant Miramas, je crois. Et c'est à côté de Montpellier. C'est un circuit très sympa que j'ai expérimenté plein de fois, mais bon, je vous raconterai ça une autre fois. Et donc, on se retrouve face à des corvettes toutes rouges. Il n'y avait pas 12 couleurs rouges. Et autant la Corvette en soi, la nouvelle Corvette, j'étais pas trop fan de son look. J'étais moyennement enthousiaste. Et alors, putain, quand je suis montée dans la caisse et qu'on a commencé à tourner, ça a été, je sais pas moi, comme Bernadette Soubirous, une sorte de révélation. C'était une voiture extrêmement équilibrée et quel punch elle avait quand même à l'époque où ils nous l'ont présenté, parce qu'ils nous l'ont présenté en avant-première. C'était les premières qui mettaient leurs roues en Europe. Donc, elle n'était pas encore homologuée pour le marché français. Je ne sais même pas si elle l'a été, à part au compte-gouttes comme ça, mais ça m'étonnerait qu'ils en aient vendu des tonnes. Et c'est bien dommage. Elle avait quand même 395 chevaux, je crois. Et alors, on les sentait, évidemment, on les sentait. Elle poussait comme une bête, mais en même temps, elle était d'un équilibre mais incroyable, incroyable. Moi, elle m'a fait penser à un Boxster puissance 2, parce que, alors, ne vous en déplaise, messieurs, je sais que vous n'aimez pas beaucoup le Boxster, mais moi, j'adore le Boxster. Je le trouve extrêmement équilibré, hyper agréable. Il manque juste un peu de peps. Et là, la Corvette, elle avait tout ça. Elle était. Quoi? Aussi, elle a été bien équilibrée. La Corvette? J'ai pas entendu le début. Sur route ouverte, elle était aussi équilibrée là. Alors, sur route ouverte, c'était après. On a d'abord commencé par tourner, et puis évidemment, on s'est tiré la bourre, et ça s'est terminé. Et les mecs, ils nous ont arrêtés parce qu'ils se sont dit, il y aura plus de pneus pour cet après-midi. Mais bon, on a bien rigolé, mais on a tourné quand même un sacré bout de temps. Et nous, on pensait que c'était fini. Et ils nous ont pris en aparté, un petit briefing, enfin bon, le truc classique. Et ils nous ont dit, alors, cet après-midi, alors vous allez manger juste un sandwich. Nous, on pensait que c'était une présentation presse, un truc un peu pompeux avec 3 tours de circuit, une bouffe, et puis tu rentres. Et pas du tout. Ils nous ont dit, alors on vous a réservé un truc très sympa. Et le truc très sympa, bah, c'était une mini coupe des Alpes avec des routes incroyables. Et c'était, alors, le pied qu'on a éprouvé sur le circuit, il était puissance N sur la route. Alors, le seul blême, c'est que on devait partir chacun avec un ingénieur. Et moi, comme d'habitude, j'étais la seule gonzesse, donc ils m'ont trouvé la seule nana ingénieure de chez GM. Et donc, voilà. La fille, elle est montée à côté de moi avec un grand sourire, et au bout de 30 bornes, elle me demandait de m'arrêter, et elle a gerbé 3 fois sur la route. Ça m'a un peu embêtée, quoi. Mais sinon, c'était une journée géniale. Et alors, le petit truc rigolo, c'est que on était tellement enthousiastes. Alors, il y avait des gens comme Michel Guégan, le mec de TF1, le moustachu, je me souviens plus son nom, mais qui ça? Géniès. Yves Géniès. Oui, voilà, Yves Géniès, qui n'avait rien à foutre là-bas, mais c'est parce que probablement qu'il n'y avait personne d'autre de libre à TF1, parce que Géniès et les bagnoles, c'est pas trop, c'est plus les motos. Mais bref, dans l'avion du retour, on était, je sais pas, une quinzaine, et il n'y en a pas un qui cherchait pas sur ses comptes en banque d'essayer de racler, essayer de téléphoner à son grand-père qui a du pognon pour qu'il lui fasse un prêt et tout, pour arriver à réunir ces putains de
395 000 francs parce que c'était avant l'euro, évidemment, et on voulait tous acheter une Corvette. On était, il y aurait eu un vendeur, ton vendeur d'Audi, là, il aurait été à la descente de l'avion, on signait tous. J'ai jamais vu un essai qui enthousiasmait autant les gens. Et c'était vraiment une bagnole géniale. Je le répète, géniale, parce qu'elle n'avait pas que un moteur, elle avait aussi des freins, une suspension incroyable et tout bien, quoi, une direction, tout ce dont on peut rêver. C'était la C4, Voilà. hein, c'est ça, hein? ZR1. Oui, mais c'était la génération C4 des années 90. La toute première. Ouais. Ouais, années 90, ouais. Ouais, c'est 405 chevaux. Mais du coup, là-dessus. Ouais, moi, 395. Nous, ils nous l'ont présenté comme ça, mais bon. Je suis pas un Ouais, grand moi, j'aimais bien en la plus. Corvette. C'était une transmission manuelle, c'était une boîte auto, c'était quoi? C'était une manuelle. Ouais. Ouais. Et alors, une bonne boîte. Elle avait tout bien, je vous jure. Bon, évidemment, les plastiques à l'intérieur, et même le look. C'est vrai que je ne me voyais pas aller acheter le pain tous les jours avec ma Corvette rouge. Mais en revanche, si tu faisais abstraction de ça, c'était quelque part la voiture idéale. Je vous jure. Et j'en ai essayé des caisses. Hein. Moi, j'aimais bien le look en plus. Bon, bah oui, puis on s'habitue, tu sais. Voilà, c'est un peu comme. Enfin, non, je ne veux pas faire de comparaison. Non. Pardon. Si, vas-y. Et c'est un peu comme les gonzesses, quoi. La nana, tu lui trouves le nez un peu machin, mais si ça se passe très, très, très bien, tu la trouves géniale. Voilà. Non? Exactement. Tu vas pas me dire le contraire. Non. Bon. Voilà. Comment on commence à parler de longueur, je vais parler de Jack avec sa 750 IL. Ouais. Cette caisse, en fait, j'avais dans mon écurie, j'avais une Mitsu Evo 9, j'avais une 944, j'avais un SLK 200 et je crois que j'avais une 525i. Et j'avais deux motos, j'avais deux Ducati. Ah, ça c'est bien. Ouais, j'avais une 900 SS IE et un 600 Monstro. Et la maison que j'avais, je la vendais parce que je me séparais et donc j'avais pris un appart et j'avais pas de garage à proximité, j'en trouvais pas et je savais pas quoi faire de mes motos. Donc je vends la Monstro à une dame qui vient de Bordeaux et qui repart ravie parce que la bécane était superbe. Et je me dis, tiens, l'autre, pourquoi j'essaierais pas de l'échanger contre une caisse et je cible un peu ce que j'avais pas, parce qu'il pouvait m'intéresser. Je me dis, tiens, une série 7, j'aimais bien la E38. C'est vrai que quand tu n'as pas de place pour garer, c'est toujours pratique, quoi. Ouais, bon, tu sais, à l'époque, j'étais encore dans les Vosges, j'ai de la place. C'était pas le problème, justement. Je me dis, tiens, une 740 peut-être, ouais. J'avais essayé la 728, c'était déjà pas trop mal. Et puis, je cherche, j'en vois plein. Et les mecs, dès qu'ils voyaient la bécane, enfin, qu'ils étaient sur la bécane, ils flippaient parce que c'était quand même un truc un peu pointu et tout. Et un jour, il y a un mec qui m'appelle de Normandie, non, de Bretagne. Il me dit, écoutez, moi, j'ai vu vos photos, votre moto, elle est superbe et tout. Moi, j'en rêve et tout. J'ai une 750 IL. Alors, j'avais jamais trop entendu parler de ça. Et je me dis 750 IL, je vérifie. Ah oui, je dis ah oui, ok, ouais, c'est la version rallongée, ok. Pour ambassadeur. Ouais, c'est la version pour ambassadeur. C'est ça, et je me dis, tiens, voilà. ça y est, je vais enfin devenir un président d'une république bananière. C'est l'occasion. Voilà, c'est ça. Donc le placement que BM a fait dans James Bond n'a servi à rien. Vous avez gardé la référence des ambassades. Ouais. Exactement. Donc je me dis, bon, ça peut être cool, on se téléphone, le gars passionnant, on s'entend bien, et on se dit, bon, alors que j'habitais presque à la frontière allemande, lui quasiment à Saint-Malo, je dis, ben, on n'a qu'à faire moite-moite, à peu près moite-moite. Et je me dis, tiens, je suis jamais allé voir le circuit du Mans. Je me dis, je lui donne rendez-vous devant le circuit du Mans. Ah, c'est pas moite-moite, ça, c'est 2 tiers, 1 tiers. Hein. J'avais besoin d'un prétexte. Ouais, et du coup, je dis, bon, bah, circuit du Mans.
Et donc, le mec vient, je vois arriver la caisse. Donc, je fais le tour, carrosserie impeccable, le V12, il marchait impeccable. Vraiment, l'intérieur était Ah, propre. tu as réussi à l'entendre? Ouais, oui, je l'ai fait crier un peu. Et, Non, parce qu'il est vraiment, il est ouais, tellement fade. ouais. Ouais. Mm. J'avais fait une vidéo après dans un petit tunnel qui était près de chez moi, justement, où j'emmenais les voitures pour les faire crier. Et donc, on fait l'affaire, on fait les papiers derrière dans la série 7 sur les tablettes, tu vois, comme dans un film, il pleuvait à seau, mais nous, on était derrière et tout. Et j'y étais allé, moi, avec un de mes potes, on avait mis la moto sur une remorque. Alors déjà, je n'étais pas très rassuré hein, pour monter la moto sur la remorque. On fait les bornes, je passais mon temps à regarder si on la perdait pas et tout. Et on arrive au moment, donc on fait les papiers. Je l'avais essayé, franchement, j'étais bluffé par le moulin. Je trouvais ça génial. J'en avais pas Il y en besoin. a un, les gars. Il y en a Il y en un. avait une. Non, mais un qui est bluffé par ce moulin, c'est bien, c'est bien. Non, ouais, j'étais bluffé. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je trouvais ça bien. Et parce qu'à la limite, je cherchais pas les chevaux, je m'en foutais. J'avais de quoi, j'avais assez de trucs avec des chevaux pour m'amuser. Mais et je me dis, tiens, tant que je suis là, je vais visiter le musée. Donc, je suis allé visiter le musée et tout. Et au retour, je dis à mon pote, bah, c'est simple, tu passes devant, tu prends un quart d'heure d'avance et sur l'autoroute, tu m'appelles dès que tu as fait assez de bornes et que c'est propre. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite testé la vitesse max. Je me suis dit, bah, moi, je l'aurais fait. Donc, je l'ai mis tout de suite compteur et ça allait tout de suite. C'était rapide. En plus, hein, c'était pas la Ferrari, mais en tout cas, ça montait tout de suite au moins à 250. Et ça, c'était rigolo. Bah, heureusement. Hein. Et on est allé se faire un super resto à 3 en rentrant, je me souviens, c'était trop drôle. Et on roulait dans 3 et après, je me suis dit, mais comment je vais faire pour la garer dans les petites rues à 3? Et ça, c'était drôle parce que je me suis dit, mais putain, c'est super long. Je voulais la mettre en épice, ça dépassait et tout. On avait passé une demi-heure à trouver une place pour la garer correctement. Et je ne l'ai pas gardé longtemps, mais en tout cas, oui, c'était rigolo. Voilà, j'avais trouvé ça comique. Et comme ça, bah, j'ai eu un V12. Voilà. Et moi, je vais revenir sur l'histoire de banquette arrière. Je ne vais pas faire le détail, mais je me suis parti acheter avec un copain une Subaru à Birmingham. Et je suis arrivé dans la banlieue de Birmingham, vous savez, où il y a les petites maisons qui sont alignées, là, les maisons ouvrières. Et il était déjà 21h, quelque chose comme ça. On voit la voiture, qui était une merguez, mais ça, c'était habituel. Mais les mecs, surtout, n'avaient pas la carte grise. Ils avaient une copie d'un duplicata, enfin, un sombre truc. Et donc, je me suis retrouvé assis à l'arrière d'une banquette arrière d'Assis avec deux Pakistanais plutôt baraqués, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui étaient baraqués autour de moi et qui m'expliquaient que ça serait bien que j'achète quand même la voiture. Oui, d'accord. Ouais. Donc, c'était pas très rigolo. Finalement, en fait, on s'en est sorti quand je lui ai dit non, mais t'inquiète pas, c'était acheté sur eBay. Je te mettrai un avis très positif en disant que ça s'est pas passé, mais que la voiture était très bien, mais que c'est de ma faute et qu'elle est trop bien pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait l'achat. Donc, les banquettes arrière où tu fais les papiers, voilà. Il y a beaucoup d'histoires de banquettes arrière. Oui, moi, c'était rigolo. Tu sais, sur les tablettes, c'était sur les tablettes. Et le pire, c'est que le gars, lui, il est reparti en moto sous la pluie battante. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a fait, je ne sais pas combien de bornes, mais il devait être trempé, quoi. Je me souviens plus trop. On s'était reparlé après. Moi, j'étais reparti. Et il avait quoi comme bécane? Ben, c'était la mienne, c'était ma Ducati. Ah oui, alors en Ducati sous la pluie, j'avoue, chapeau. Ouais. L'image très étanche. Non, mais ce qui est improbable en plus, c'est qu'au-delà en effet de la bagnole où globalement tu n'en vois plus, et puis que moi aussi je trouve super, tu vois, parce qu'il y a un côté un peu Jag avec le pavillon super bas et puis le plancher super haut, donc je trouve que c'est génial. Ce qui est marrant, c'est que par contre, tu es quand même un vendeur un peu particulier, quoi. Tu fais de l'échange, tu fais moite-moite. Enfin, à titre perso, c'est tous ceux que j'envoie chier, mais c'est marrant que des fois. Non, mais en fait, on s'était vraiment bien entendu au téléphone, on s'était appelé plein de fois et tout, et on avait sympathisé. Et puis, tu vois, il était content lui aussi de venir là. Enfin, c'était fun, quoi. C'était rigolo, tu vois. C'était vraiment. Non, c'était un bon souvenir, tu vois. Et puis, et quand je l'ai ramené, je me suis dit, oh là, putain, encore une de plus. Et bon, mais c'est bien les échanges. Ouais, c'est bien, ouais. Je peux vous raconter un truc, comment j'ai acheté mon Alpine. Parce que c'est pas prévu sur le planning de François. Alors, je sais pas, je peux ou pas? Non?
Vas-y, ouais, vas-y. Ouais. Bon, alors j'avais eu l'excellente idée d'acheter une Porsche parce qu'il faut avoir une Porsche dans sa vie. Moi, j'avais 20 ans, il me fallait une Porsche. On a tous Et les mêmes j'avais problèmes. Hein, oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, il y a des mecs qui achètent des Rolex pour réussir leur vie. Moi, il me fallait que j'ai une Porsche avant d'avoir 21 ans, c'était pas possible. Donc, je vends ma Gordy 8 et j'achète, quelle bonne idée, une Porsche Groupe 4. Groupe 4, c'est-à-dire avec moteur préparé et Garçon. deux énormes sorties. Vous voyez, au lieu du pot latéral avec sortie latérale, j'avais deux énormes tubulures qui dépassaient de 40 cm derrière la voiture. Bon, voilà, donc j'achète ça. Et alors, c'était bien pour courir. Je faisais du rallye à l'époque, c'était pas mal. Ça commençait à me coûter un peu cher enfin bon, peu importe. Mais surtout, c'était pas pratique. Moi, à l'époque, je pouvais pas avoir 12 voitures comme vous. Il me fallait une voiture pour courir avec laquelle je pouvais rouler aussi tous les jours. C'est plus compliqué. Donc, j'hésitais entre une Ascona Groupe 2 et une Alpine. Et je dis, je vais prendre une Alpine. Parce que le rêve, une Ascona quand même. Hein. Ça fait Une rêver quand même une Ascona. Groupe 2, à l'époque, c'était génial. Attends, il y avait Jean-François Piot qui courait avec ça et tout. Et tout le monde me disait, une Ascona, ça va t'aller super bien et tout. Tu vas choper les gonzesses. Ah non, c'est pas ça. Voilà, oui, c'est ça, un peu. Et non, mais bon, enfin, mais Ascona, ça voulait dire, comme la Porsche, gros problème pour se déplacer sur la route. Donc, j'ai dit, bon, allez, je vais prendre une Alpine. Elle est en groupe 3, je pourrais aller, parce qu'à l'époque, on allait sur les circuits ou en rallye, on allait avec nos bagnoles. On ne les mettait pas sur un plateau. Donc, Christine d'Acremont me dit, moi, mon Alpine, je l'ai acheté à Reims. Tu devrais contacter le gars de Reims. Il te vend des Alpines qui ont des Alpines de démo et il te fait un super prix. Il te fait 30%. 30%, ça m'intéressait. Donc, je contacte le gars et je m'étais mis dans la tête que l'Alpine, elle était blanche comme celle de Christine. Donc, j'appelle le gars. Il me dit, ouais, j'en ai une. Bon, vous l'aurez dans 3 mois, le temps que je lui fasse faire 3 ou 4 000 kilomètres, parce que je viens de la recevoir. Et qu'est-ce que vous avez, vous, à reprendre? Je lui dis, j'ai une Porsche. Ah oui, alors déjà, il change de… Parce qu'à l'époque, je vous jure, une Porsche… pour un concessionnaire Renault, récupérer une Porsche, j'ai senti que c'était pas la joie. Et quand je lui ai dit une Porsche Groupe 4, alors là, il a poussé des cris, il a appelé sa mère et il m'a dit, c'est pas possible, je peux pas. Alors attendez, j'ai dit, moi, je peux pas vous acheter l'Alpine si vous me reprenez pas la Porsche, qu'est-ce que je vais en faire et tout. Vous vous rendez compte que maintenant, si j'avais gardé cette Porsche, elle vaudrait entre 180 et 200 000 euros. Ça m'énerve un peu. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, il me dit, j'ai une idée. J'ai une Lancia, je viens de récupérer une Lancia et le gars, il est partant, non, j'ai un client qui est partant pour prendre la Porsche, mais il faut récupérer sa Lancia. Alors bon, j'avais pas trop le choix parce que de toute façon la Porsche c'était invendable et j'avais trouvé un mec qui voulait une Porsche Groupe 4, je pouvais pas le rater. Donc je suis allée faire l'échange. J'ai fait comme Jack, j'ai fait moite-moite. On s'est retrouvés dans un troquet vers Saint-Quentin parce qu'à l'époque j'habitais le Nord. Un truc paumé sous la pluie, pareil. Mais j'ai pas compris. Alors, du coup, tu n'as pas acheté l'Alpine, et donc, tu as récupéré j'ai l'Ancien. récupéré la Lancia. Et tout ça parce que j'attendais mon Alpine, mais il fallait que je paye l'Alpine. Et je me disais que revendre une Lancia, tu vois, c'était moins pire que de revendre une Porsche Groupe 4.
Ouais. Donc, je me suis retrouvée avec la Lancia et comme Jacques, j'ai roulé quelques mois avec cette Lancia. Je n'ai aucun souvenir de la personne à qui je l'ai vendue. Alors, c'était un petit Fulvia Fulvia. qui n'était pas HF, mais qui était bien. Et c'était très bien, il était blanche et tout. Et alors, quand je suis allée chercher l'Alpine, là, le gars, le concessionnaire Renault m'a dit, bon, je fais un effort, je vous reprends la Lancia, ça, j'aurais pas de mal à la, tu vois, à la placer. C'est quand même moins difficile à trouver un client pour une Lancia HF, pas HF, mais Lancia, que pour une Porsche Groupe 4. Et j'arrive et j'avais jamais demandé la couleur de l'Alpine. Et quand je suis arrivée, l'Alpine, elle était orange. Elle n'était pas blanche du tout, elle était orange. Et ben, je vous jure, j'ai failli faire demi-tour et rentrer chez moi. Mais bon, comme j'étais engagée au Tour Auto 15 jours après, j'ai pris l'Alpine et je l'ai gardée 2 ans, 1 an et demi. C'est une des voitures que j'ai gardées le plus longtemps. Ah oui. Voilà. Bon, voilà. Non, c'était juste pour rebondir sur les échanges, tu vois. La belle époque quand même où tu arrivais à échanger une Lancia contre une Porsche Groupe 4. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est pour ça que je voulais vous la raconter, parce que c'est assez rigolo quand même. Moi, j'avais un pote avec qui on avait échangé plusieurs fois. Hein. J'avais échangé ma Golf GTI 16, Golf 2 GTI 16 contre… non, j'avais une Alfa 164 V6 Turbo et j'avais échangé contre sa Golf. Et après, on avait rééchangé un peu plus tard 2 autres trucs. C'était dingue. Ouais, mais à la rigueur, tu connais la bagnole en face. Présente-moi tes copains, ils sont bien. Hein. Si, c'est rigolo. Tu disais quoi, Jujo? Non, je dis quand tu connais la bagnole en face, pourquoi pas, mais c'est quand même des trucs. Enfin, moi, je sais de ce que j'ai vu en vendant des caisses, c'est quand même systématiquement des caisses improbables que les mecs te proposent en échange. Oui, c'est vrai, j'ai eu de la chance, moi. Et tu vas vendre un Boxster, le mec va te proposer 4000 balles plus sa Lancia Tesi. Enfin, c'est des trucs à chaque fois, c'est ça, c'est une table jaune. Si c'est pas une 832, c'est déjà pas mal. Ou alors, même principe, quoi. Le mec aussi qui veut ton Boxster et puis qui te propose sa Golf 4 TDI 90 chevaux, quoi. Ah oui, ça j'ai eu ça. Plus sa femme. Plus sa femme. Oui, moi, ça m'est arrivé de vendre je sais plus quoi, un petit peu pointu, et les mecs me proposaient tout, des Scénic, des diesel et tout, alors que je mettais bien, surtout pas diesel. Les mecs, ils essayent, hein, après. Enfin, tu as aussi tout le laissé la porte entrouverte. Pas d'échange. Surtout, ce qui est bien, c'est quand tu mets surtout pas d'échange et que tu as tous les mecs qui t'appellent, on te propose. On ne sait jamais. C'est ça, ouais. Parce que comme personne veut de ma Tesi, justement, on ne sait jamais. Et Jack, là, si tu… Pardon. Ouais. Non, ça, c'est vrai, il y a des grands moments. Mais de toute façon, tu parlais des copains, des échanges avec les copains. Toi, tu as échangé ta caisse avec un copain, Jonathan, mais contre rien, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai acheté, je l'ai entretenu, je l'ai réparé, j'ai mis une fortune dedans et puis jamais roulé avec. C'est un CL600, donc les phases 215, là, donc pas la génération basée sur la classe S, les Didi, mais celle juste après. C'est le début des gros problèmes. Et j'ai acheté cette caisse parce que la 600 de manière globale, après tout, quelle que soit la génération, c'est un truc, c'était dans une case là-haut. Et en fait, mon père a bossé dans une boîte de LLD qui entretenait toutes les bagnoles du groupe Bouygues. Et c'est lui qui était chargé d'aller chercher et de ramener la voiture de monsieur Martin Bouygues. Et donc, il avait une 600. Et mon père m'en parlait toujours comme un truc extraordinaire, la meilleure voiture du monde, etc. Je me suis dit, faut que j'arrive quand même un jour à voir. C'est la même raison pour laquelle j'ai acheté une MX-5 la première fois. Comme quoi, c'est une espèce d'extrême, mais voilà. Martin Bouygues, il roulait en MX-5. Non. Mon père qui trouvait ça très bien. Et donc, la 600, je regardais, mais c'était des trucs un peu hors de prix. Donc, comme d'habitude, en Angleterre, en général, mon spectre, c'est toujours à peu près le même. Et il y a un jour, je vois une annonce pour une 600 à 2500 pounds, donc pareil, hein, à peu près, encore moins cher que le Boxster, donc 3000, 3500 euros. Noir, intérieur noir, 70 000 miles, première main. Et je me dis, le truc, c'est probable. Et donc là, même principe, un moteur de 600, ça vaut déjà 5000 euros. Donc je me dis, caisse, faut que je l'achète, quoi. Donc je regarde un peu vite fait l'historique du contrôle technique et tout, apparaît clean. Et je me dis, écoute, banco.
Donc, je monte avec un pote, cette fois-ci en bagnole, en pensant quand même éventuellement qu'il y a une chance que j'achète pas la voiture s'il y a trop de trucs à faire dessus. Je me présente et en fait, l'histoire, c'était une succession. Donc, c'est le fils qui avait récupéré la bagnole de papa. Donc, papa l'avait bien acheté neuf. Il avait fait 70 000 miles, 120 000 km avec. Et puis, lui, il l'a récupéré. Puis, il avait des petites problématiques pour mettre de l'essence dedans. Donc, il l'avait déposé chez un marchand au bout de la rue. Et le marchand lui avait échangé contre une Golf diesel. Comme quoi, on y revient toujours. Et donc, du coup… Pourquoi ils échangent toujours des Golf, les mecs? Je sais pas, tu vois, c'est un truc un peu bizarre, mais visiblement, C'est il y a bizarre, toujours un lien avec une Golf à un moment, ouais, dans un parcours automobile. Donc, je regarde, je fais vite fait le tour de la caisse. Bien évidemment, elle démarre pas parce que plus de batterie, parce que le mec l'avait enfouie dans le fond du parc en pensant bien que personne en voudrait. La vitre conducteur était cassée, machin. Enfin bref, donc il arrive à ouvrir la bagnole, il met un coup de booster, la caisse démarre. Et puis globalement, pas de voyant. Donc, je me dis, bon, bah, pas de voyant, c'est bon, quoi. Je redescends et comme je suis un mec sympa, on était monté dans une Laguna 310 chevaux diesel. Donc du coup, je me sacrifie et je dis pour remercier le pote qui était monté avec moi, je lui dis bah écoute, prends la Mercedes et puis moi je vais prendre la Laguna. Donc sur le retour depuis l'Angleterre jusqu'à Paris, j'ai dû peut-être faire 50 bornes avec la caisse juste pour voir comment ça marchait. Même principe, j'ai profité pour le faire en Angleterre, donc j'ai pris, je me souviens, 2,67 compteurs. Ça marchait partout. Enfin, c'est un moteur qui est exceptionnel. C'est une caisse vraiment géniale. Quand ça marche, on y arrive. C'est vrai. Et je suis arrivé à Paris. Je dépose mon pote qui habitait dans le 11e. Et puis, il venait de rencontrer sa copine qui est sa femme maintenant. Et il me dit, écoute, week-end prochain, je descends à Angers dans la belle famille et tout. Est-ce que ça t'embête de me prêter le CL? Et moi, je lui dis, bien évidemment, aucun problème. Vas-y, prends-le. Donc, week-end d'après, je lui passe le CL, il descend, il remonte et tout. Je prends la bagnole et j'habitais dans le 91. Je descends dans le 91 et là, voyant de suspension. Et à partir de ce jour-là, la bagnole, je n'ai fait que la réparer, la prendre, aller remettre de l'essence dedans, même pas avoir le temps de vider un réservoir, ce qui pourtant va extrêmement vite. Ah oui, ça va vite. Un CL 600, surtout quand tu montes sur Paris, tu vois. Et il y avait une autre durite qui pétait. Je la réparais, il y en avait une autre. Je la réparais, il y en avait une autre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la caisse qui avait vécu en Angleterre, globalement, les durites de suspension, c'est un peu comme des durites de frein là-dessus. Donc, c'est une espèce de tout petit tuyau il y avait une corrosion dans les angles, quoi. Et avec la pression, alors, je ne sais plus combien il y a de dizaines, voire centaines de bars là-dedans, le truc explosait. Donc, du coup, la caisse perdait 20 litres. Donc, pareil, ça vaut 100 balles le litre chez Mercedes, 20 € sur Internet, c'était une fortune. Et la voiture, je l'ai vendue pas longtemps après parce que pareil, c'était un peu le truc, c'est un peu une connerie, mais économiquement, il n'y avait pas grand sens de la garder, quoi. Ça vaut même aujourd'hui, ça vaut pas très très cher, ça doit se trouver. Oui, mais enfin, si on devait garder que des voitures qui ont un sens économiquement parlant, j'aurais rien gardé, moi. Ouais, voilà, ça c'est une hérésie, quoi. Donc, du coup, je l'ai revendu à un boucher qui était sympathique. Ah oui. Il t'a payé la célèbre Mercedes voiture de boucher. Exactement. et pour celle-ci, et c'est la seule où j'ai fait ça, j'ai fait le mois de moite à mon échelle, c'est-à-dire que je lui ai livré dans Paris, parce que je me suis dit, si c'est le moment où il y a une autre durée qui pète, il ne faut pas que ça arrive. Donc, j'ai dit, je te la livre. Il n'y a pas de problème, je te la livre, je me débrouille, aucun souci. Je travaillais le week-end, donc je lui ai dit, je te la pose devant la boucherie et tu repars avec. Je croyais que tu avais fait moite sur le réservoir d'essence. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à peu près ça. Non, mais donc, il n'est pas anglais. Il n'est pas anglais, Jonathan. Ah non, un anglais, c'est 0 dans la boîte. Oui, voilà. L'anglais, il te même la donne, des fois, c'est un dé à coudre. Ouais, ça fait 15 jours déjà qu'il est dans la réserve. Ah oui, largement. Hein. On a vu ça avec la Mini. Un dé à coudre. Ah bah même là, avec la Mini, il n'y avait même plus le dé à coudre, quoi. C'était déjà terminé. C'est-à-dire que la voiture a été devant la porte, il fallait remettre de l'essence pour repartir avec. Quoi. Donc, Mais ça me fait penser à un achat pareil de MX-5 qui était une grosse poubelle. C'est dans les premières que… C'est pas moi qui l'ai acheté, mais j'ai été monté pour l'acheter avec deux potes qui voulaient justement s'acheter ça. La bleue? Et, ouais, elle était en bord elle était complètement rouillée. Elle avait vécu un bon moment au bord, vraiment bord de mer, quoi, littoral. Et donc, on arrive et le mec nous dit bon, bah voilà, la caisse, machin, truc. Si vous voulez, je viens avec vous pour vous indiquer où est la station-service. On se dit ok, d'accord. Donc,
qu'on démarre. Et le concept de la MX5, c'est qu'en effet, l'aiguille, elle était à plat, quoi. C'est-à-dire que tu mettais le contact, tu la voyais même pas bouger un peu, elle était à plat. Et le mec dit, il y a une station juste à côté. Le juste à côté, en général, c'est problématique. Et donc, il saute dans sa BM et il nous dit, je vais vous montrer le chemin. Et là, le mec se met à tartiner, parce que bien évidemment, quand tu n'as plus d'essence, qu'est-ce que tu fais? Tu tartines pour arriver plus vite. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à le suivre, mais pendant peut-être un quart d'heure, avec la caisse complètement vide, en disant, mais c'est pas possible, on va tomber en panne. Et on est arrivé à la station, on n'est pas tombé en panne, on a remis le plein et tout. Et les Anglais ont une espèce de maîtrise de la réserve qui est juste… oui, c'est vrai. Un sixième sens. Oui, oui, moi, je suis d'accord. Je suis pas anglais parce que moi, je suis quand même tombé 2 fois en panne d'essence avec ces merdes. Hein, mais bon. Ouais. Moi, je suis pas organisé. Mais bon, en effet, la poésie de l'anglais avec le réservoir, la jauge allumée est quand même assez exceptionnelle. Moi, j'ai dû, je sais pas, avec Jonathan, nous deux, on a dû acheter 150 caisses en Angleterre. Et je pense qu'il y en a eu 3 qu'on a acheté où il n'y avait pas la jauge allumée, quoi. C'est quand même assez magnifique. En général, à Bristol, c'était pas loin. Donc, Bon, les petits-enfants, merci de m'avoir raconté, de nous avoir raconté vos petites histoires. Moi, j'ai rien raconté parce que ce sera pour une autre fois. Je n'ai pas rebondi. Mais on te lit déjà dans Road Story. Moi, j'en ai une pour conclure et je vais faire court. Pour vous raconter, moi, un très beau souvenir d'achat. C'était à l'époque où j'étais pas obligatoirement très riche et j'avais un copain garagiste qui récupérait des voitures. À l'époque, il y avait des primes à 500 francs pour les reprises pour appartenir. Ah oui, c'était au début des années 90. C'est ce qu'elle a fait de sa Porsche, d'ailleurs, la deuxième Porsche Groupe 4, c'est ce qu'elle a fait. 500 francs. Ah là là. Et donc là, je lui dis, il me faut une caisse. J'ai 500 balles. Donc il me dit, écoute, là, j'ai un client, il m'a proposé une Fiat 126 Personal 4. Donc une vert pomme. Formidable. Vert pomme. Donc c'est une Fiat 126 avec le petit moteur, le petit 4 cylindres de Honda. J'adore. Enfin ça c'est quand tu roules. Donc là elle avait un ça petit roule problème. Toujours. Oui, certes. Simplement ça roule, mais la consommation quand je l'ai récupérée était déjà, parce qu'il y a une autre histoire avec une Skoda comme ça, c'était à peu près 1,5 litre d'huile au 1000. Et ça s'est dégradé gracieusement. Et donc, en fait, la technique que j'avais à l'époque, c'est que je sortais sur Paris et je me garais comme un cochon un peu partout. Je prenais des prunes. Et quand la voiture elle avait trop de prunes, en général, elle était finie d'être rincée. Et donc, il la ramassait, elle finissait par partir à la fourrière. Et à la fourrière, j'échangeais la signature de la carte grise au gars de la fourrière qui rachetait la voiture, qui récupérait la carte grise et qui faisait sauter les amendes qu'il y avait dessus. Et donc, la 126, c'est elle qui a tenu le plus grand record, c'est-à-dire que je faisais attention pour l'utiliser. Et puis, à un moment, elle consommait de l'huile. Ça m'est arrivé de sortir et à 2 h du matin, être en train d'obliger de démonter une bougie tellement à remonter d'huile parce qu'elle ne démarrait pas, parce que les bougies étaient trempées d'huile. Et donc, à un moment, je dis, bon, c'est bon, c'est plus la peine, il ne faut pas insister. Je me dis, bon, là, allons-y gaiement. Donc, je me garais sur les trottoirs, en travers, à côté de la préfecture de police, en me disant, mais putain, ils vont me l'enlever. Ils ne me l'enlèvent pas. Alors, je me prenais des prunes, mais ils ne l'enlevaient pas. Et j'ai dû passer au moins 1 mois à sortir en me garant, mais dans les pires situations, en disant à un moment ou à un autre. Et évidemment, que c'est toujours comme ça, il y avait toujours des copains pour me ramener, pour me déplacer. Et le jour où ils l'ont enlevé, j'étais tout seul. Il était 3h30 du matin, j'étais en plein Paris. Et là, j'étais comme un con pour rentrer chez moi. Donc, voilà. C'est bien fait. La petite histoire de vert pomme. Bon, voilà. Merci beaucoup. On regardera. On va mettre un petit jingle et puis un petit peu de montage s'il y a besoin, mais il n'y a pas trop besoin. Et puis, je vous enverrai ça pour que vous voyez ce que ça donne. D'accord ? Raoul. Ok. Merci. Allez, merci à vous. D'accord. Bonne Bonne soirée. J'étais ravie. Bisous.